Bonjour Nils. Bonjour Victor. Nils, tu es notaire, on se connaît dans la vraie vie, donc on va se tutoyer aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravi de t'avoir parce que pour notre communauté, tu vas pouvoir expliquer, peut-être démystifier, peut-être explorer le métier de notaire et tout ce que l'on peut faire grâce à une bonne relation avec son notaire. On va essayer, effectivement. Merci beaucoup. Alors ce que je te propose aujourd'hui, Nils, c'est de te présenter pour commencer. Alors ma présentation sera assez rapide, donc je m'appelle Nils Kaplar et donc je suis notaire installé à Aix-en-Provence depuis un peu plus de 10 ans. Donc en tant que notaire, on traite des domaines assez variés. On va en parler pendant cette interview. Parfait. Est-ce que tu peux me présenter ou nous présenter de manière simple, claire, le métier de notaire ? Alors, le notaire est l'interlocuteur privilégié dans beaucoup de domaines du droit, que ce soit en matière de droit immobilier, on connaît souvent le notaire pour l'immobilier, mais aussi la transmission du patrimoine, le droit de la famille, le droit des sociétés, le droit rural, beaucoup de sujets traités par le notaire. Hein, c'est un métier assez varié. Un des plus vieux métiers du monde, Victor, hein, parce que l'origine historique du notariat français, c'est Louis IX, qui installe à Paris, au Châtelet, les 60 premiers notaires de France. Alors cette référence historique peut prêter à sourire tellement elle est ancienne, mais c'est la véritable histoire du notariat. Alors, elle contribue aussi à l'image un petit peu poussiéreuse et peut-être un peu galvaudée aussi du notariat, mais c'est un métier qui est réellement passionnant à découvrir, qui a beaucoup évolué depuis Saint-Louis évidemment, qui est ancré dans l'air du temps et particulièrement moderne et dynamique. Plus de 17 000 notaires en France, plus de 60 000 collaboratrices et collaborateurs du notariat. Donc le notariat en France, c'est près de 80 000 personnes, ce qui fait de nous la deuxième profession juridique de France. Âge moyen 45 ans, 57% de femmes, donc une profession jeune et féminine et paritaire. 8000 points de réception du public en France. Okay. Donc on retrouvera une étude de notaire dans le petit village de Fursac au fond de la Creuse, une étude de notaire à Corté au cœur de la Corse. Donc cette dimension de proximité du notariat qui est très importante, qui vraiment permet aux notaires d'apporter un accompagnement juridique aux Français. Ok, voilà. Donc un maillage en plus territorial, donc très Exactement, fort, très et une fort. Proximité de tous. Donc tout le monde peut solliciter un notaire. Moi j'ai quelque chose qui me vient, c'est un métier qui est très ancien, tu l'as dit, qui a un certain prestige de mon point de vue et de manière générale du point de vue des Français. On peut avoir un peu peur peut-être d'aller solliciter son notaire, on peut craindre d'aller frapper à sa porte, et en tout cas peut-être qu'on ne sait pas pour quel sujet on peut le solliciter. C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors il ne faut pas redouter, je pense, cette image du notaire, parce que cette dimension de proximité, cette dimension aussi d'humanité d'une certaine manière, puisque ce qu'on fait en tant que notaire c'est un métier qui est très humain, et donc on a cette accessibilité pour nos clients dont il ne faut pas douter. Il est fréquent que des clients parfois viennent nous voir et qui repartent de l'étude et on leur dit il n'y a rien à faire, vous n'avez pas d'acte notarié ou de disposition notariale à prendre, ce que prévoit la loi est déjà adapté pour vous, donc ça s'arrête là. Et en fait, dans ces cas-là, le notaire n'a pas perdu son temps, le notaire a exercé son devoir de conseil, il a accompagné son client, et c'est ça la proximité du notariat dans la réalité des situations. Nils, sur le sujet de la gestion de ses finances et de son patrimoine, on peut avoir affaire à son banquier, on peut avoir affaire à un conseiller en gestion de patrimoine et on peut avoir affaire à un notaire. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement les différences ou les complémentarités entre ces rôles et dans quel cas spécifiquement on sollicite le notaire ? Alors il y a souvent une vraie complémentarité entre ces trois professions. Le notaire, il faut le savoir, le notaire c'est le premier conseiller en gestion de patrimoine historiquement, mais effectivement le notaire il a une approche de la démarche notariale, donc c'est vraiment les actes immobiliers, le règlement d'une succession, la transmission anticipée par donation, voilà. Après, il y a effectivement, alors tu parlais du banquier, donc le banquier ça va plus être effectivement la gestion de la partie financière qu'on a au niveau bancaire, et on a parfois l'accompagnement aussi d'un conseiller en gestion de patrimoine, on appelle ça aussi maintenant les family office, qui sont les
des bureaux de conseil aux familles, hein, mais ça correspond grosso modo à la profession de CGP. Donc les CGP, souvent, ils ont une approche qui va être plus technique, plus poussée. On peut aussi avoir parfois des avocats spécialisés dans ces domaines-là. Ça existe, hein, les avocats fiscalistes, hein, qui peuvent faire un peu un travail d'audit comme le ferait un CGP. Alors, il faut savoir que l'audit patrimonial peut être fait aussi avec son notaire, bien évidemment, mais souvent les CGP vont avoir une approche qui est plus financière. Nous, notaires, on n'a pas de possibilité de faire de placement financier pour son client. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre métier. Donc il faut s'adjoindre dans les services de quelqu'un qui est compétent en la matière. Alors ça peut être un CGP qui pourra faire du placement financier souvent un peu plus sur mesure, un peu plus précis que ce que pourrait faire un banquier. Alors les banquiers font ça très bien depuis la nuit des temps, presque, mais en tout cas, les CGP souvent vont avoir un accompagnement qui est plus technique et plus précis. Donc selon les situations de fortune, évidemment, hein, si on a des liquidités financières d'un montant limité, le banquier est largement suffisant. C'est assez naturellement le cas pour tout un chacun en France. Mais dès qu'on a des actifs financiers plus importants, je conseille quand même de se faire adjoindre, d'adjoindre dans les services d'un CGP pour ces sujets financiers. Okay. C'est toujours bien. Et après, c'est bien aussi que ces métiers puissent, cas échéant, travailler en synergie entre le notaire, le CGP, le banquier. C'est souvent le cas. On a parfois aussi un expert comptable, hein, qui peut être là quand il y a des sujets de société, bien sûr. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y ait cette pluridisciplinarité qui s'opère entre ces différents professionnels. Ok, très bien. Donc là, c'est la gestion de son patrimoine que l'on doit, en tant que personne, bien comprendre, et puis pouvoir s'adresser à des professionnels pour nous y aider. Si demain, on n'est plus en capacité de gérer pour nous-mêmes, quels sont les dispositifs qui existent à terme quand on n'est plus en capacité, et qu'est-ce qu'il est possible de déterminer dès aujourd'hui pour peut-être choisir qui nous représentera demain? Alors, il y a plusieurs options. Il y a 3 options prévues par la loi. Il y a une option qui est une option contractuelle. On va en parler. Alors, les 3 options prévues par la loi, donc il y a une disposition qui est une disposition d'assistance et 2 mesures de représentation totale. Donc on a la curatelle, qui est la mesure d'assistance, et puis après on a dans la représentation totale la tutelle, ou depuis 2015 l'habilitation familiale. Donc ces 3 mesures différentes sont mises en place par le juge des contentieux de la protection, ce qu'on appelait avant le juge des tutelles. Oui. Voilà, maintenant ils ont changé le nom. Donc il faut saisir le juge pour mettre en place ces mesures. Alors l'habilitation familiale est une mesure qui est assez plébiscitée, tant par les familles que par les magistrats de ces tribunaux. Donc c'est une sorte de tutelle allégée, si je puis dire. Ouais. Ça a été créé en 2015. C'est un peu le même système que la tutelle, hein. C'est une décision de justice, une ordonnance qui est rendue par le tribunal judiciaire et qui désigne une personne familiale. Alors ça doit être quelqu'un de la famille, hein. On ne peut pas mettre un mandataire professionnel, hein, des mandataires judiciaires à la protection pour l'habilitation familiale, c'est les enfants ou des membres de la famille. Et un des grands arguments qui plaident en faveur de l'habilitation familiale, c'est qu'il y a une dispense du compte annuel de gestion. Dans la tutelle, il faut rendre chaque année des comptes au tribunal qui vérifient la comptabilité que vous tenez avec en gros les entrées et les dépenses. Hein. Ce n'est pas la peine de faire une comptabilité d'expert comptable, mais il y a quand même un travail à faire et chaque année on va rendre des comptes. Dans l'habilitation familiale, on n'a pas cette obligation-là, donc c'est plus souple. Il y a une plus grande souplesse, donc c'est assez généralisé aujourd'hui, on voit quasiment que des habilitations familiales dans les dossiers. Il faut savoir sur le plan immobilier que l'habilitation familiale, quand c'était la résidence principale ou l'ancienne résidence principale, doit prévoir une autorisation spécifique pour la vendre. Si la famille, le schéma, on le connaît, le schéma traditionnel que tu connais aussi, Victor, je pense, c'est une personne âgée qui ne peut plus subvenir à ses besoins et qui a une altération de capacité parfois, ou même sans avoir d'altération, qui doit aller dans une maison de retraite ou un établissement spécialisé.
Et puis, une incapacité arrive. Alors, soit quand on part à l'EHPAD, soit après qu'on y soit arrivé quelques années plus tard. Et là, la famille parfois dit, bah, là, il faut vendre l'ancien appartement de maman ou de papa. L'appartement est vide. Les charges tournent toutes seules. La taxe foncière tourne, etc. On a souvent des familles et des parents qui rechignent à vendre leur résidence principale dont ils partent pour aller dans un EHPAD avec l'espoir d'y revenir. C'est-à-dire que l'EHPAD ne sera qu'une phase, etc. Souvent, malheureusement, on n'y revient pas. Et au bout d'un certain temps, alors parfois on vend tout de suite, mais parfois on attend un peu. Et la famille, souvent, parfois suffoque un peu parce que payer l'EHPAD et payer l'appartement vide ou la maison vide, c'est compliqué. Et donc, on doit vendre. Et donc, s'il y a une altération qui est arrivée, les familles parfois sont confrontées à une difficulté en disant mais moi, est-ce qu'il me faut une habilitation familiale pour que je puisse représenter mon père ou ma mère, mais il me faut une autorisation spéciale pour vendre son ancien appartement ou son ancienne maison. Et en fait, les délais judiciaires ne sont pas très rapides. Une autorisation, c'est autour de 4-5 mois en général. Hein. Alors ça dépend des tribunaux, il y a des tribunaux plus rapides, certains plus longs. Donc il n'y a pas de délai en tout cas imposé par la loi. Donc 4-5 mois, c'est quand même assez long. Si on doit vendre une maison rapidement, qu'il y a un besoin, et qu'il faut attendre 5 mois que le juge autorise la vente, c'est compliqué. Donc ça, c'est des sujets intéressants qu'il faut parfois traiter. Et penser, quand on demande une habilitation familiale, parfois, à dès le début, demander une autorisation de principe pour vendre à un prix plancher. Comme ça, c'est préautorisé et l'enfant ou les enfants peuvent gérer ça. L'autre mesure qui existe, et je crois que tu en as déjà parlé dans une vidéo, c'est la mesure contractuelle. Donc c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. Donc c'est une sorte de tutelle contractuelle d'une certaine manière. Ça a été créé en 2009, donc c'est quand même, ça a une quinzaine d'années. C'est assez ancien. Ça n'a pas reconnu un franc succès. L'État pensait qu'il y aurait beaucoup plus de mandats de protection future que ça. Parce qu'en fait, alors en gros, un mandat de protection future, soit on fait un acte sous seing privé, soit on fait un acte chez le notaire, mais on va désigner quelqu'un pour s'occuper de soi quand on aura une altération. Alors l'acte sous seing privé, il est fait que pour les actes courants, et l'acte chez le notaire, c'est pour les actes plus larges, actes de disposition notamment, vente d'un bien immobilier par exemple. Donc c'est un acte qui est plus puissant. Donc si on veut vraiment organiser une protection sur mesure pour soi-même, il faut aller voir son notaire. Et donc l'intérêt de cet acte, c'est qu'on va pouvoir désigner quelqu'un qu'on souhaite. Donc parfois c'est un sujet chez les parents qui disent ah ben moi si ça va pas, je veux pas que ça soit mon fils qui s'occupe de moi parce que je me suis disputé avec lui, donc je veux désigner quelqu'un. Alors on voit que ça c'est un sujet, mais bien souvent dans les familles, il ne faut pas se leurrer, même s'il n'y a pas de mandat de protection future, c'est celui qui s'occupe de ses parents ou de son parent qui ira demander une mesure au tribunal s'il n'y a pas de mandat. Et donc ça sera la fille qui s'occupe de sa mère ou de son père qui sera désignée par habilitation familiale. Voilà, donc il y a rarement un sujet fondamental de désignation préalable imposée d'un enfant. Mais parfois c'est souhaité. Alors c'est un mandat qui est fait pendant la période où la personne a encore toute sa capacité. Le mandat doit être accepté par la personne désignée, donc il doit venir chez le notaire aussi signer le mandat pour accepter la mission qui lui est confiée, bien évidemment. Alors après, office, parfois ça peut être un sujet de desiderata spécifiques. Je prends l'exemple souvent d'une cliente de mon étude qui était une femme charmante et toujours très apprêtée, très coquette. Et elle a souhaité aller chez le coiffeur une fois par mois. C'était ça la fréquence, qu'on l'amène jusqu'à son décès, si elle a, voilà, qu'elle soit, qu'on s'occupe d'elle. Donc elle l'a mis dans son mandat de protection future. Bon, on a rarement des souhaits spécifiques comme ça, mais il faut savoir que ça peut exister. Le mandat de protection future a un inconvénient qu'a aussi la tutelle, c'est ce compte rendu annuel de gestion qui existe dans le mandat de protection future. La différence, c'est qu'on doit rendre compte au notaire qui a fait le mandat et non pas au tribunal. Mais c'est pareil, il y a un compte rendu à faire annuel. Donc, c'est vrai que quand on voit, donc en 2009, ils ont créé le mandat avec le compte annuel de gestion. En 2015, il a été créé l'habilitation familiale où ils ont mis la souplesse sans le compte rendu. Donc, c'est vrai que parfois, on a des gens qui voudraient faire un mandat, on leur explique tout ça, et ils disent finalement,
si ça peut dispenser mon fils ou ma fille qui va déjà devoir s'occuper de moi, et c'est déjà bien gentil de sa part, de faire un compte-rendu annuel de gestion, je vais plutôt ne rien faire et dire à mes enfants qu'ils iront solliciter une habilitation familiale. En fait, il faudrait presque qu'ils dispensent le compte-rendu annuel de gestion dans le mandat de protection future. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, peut-être que ces mesures évolueront encore. Alors, on voit des évolutions récentes, 2009-2015, c'est quand même relativement récent. Donc, ça évoluera encore. Ça marche assez bien. Les enfants, souvent, se plaignent un peu de la lourdeur de ces mesures, mais c'est quand même des mesures importantes où la personne perd sa capacité et elle est représentée par quelqu'un d'autre pour des actes qui peuvent être importants. Donc c'est quand même des mesures à ne pas prendre à la légère en tout cas. Okay. « 65 ans et plus, c'est des âges importants où il y a des sujets qui arrivent. Alors le premier sujet, c'est un sujet qui est presque psychologique, c'est-à-dire que souvent, les familles, les parents, à ces âges-là, on va dire dans l'âge de la soixantaine, c'est ce qu'on constate vraiment, c'est l'âge où, naturellement, les familles vont se poser la question du sujet du patrimoine, du sujet transmission. Donc il y a déjà cette approche-là, et là, il faut comprendre que le notaire est vraiment l'interlocuteur qui permet d'accompagner les familles et les parents qui sont dans cette démarche de transmission pour réaliser une transmission anticipée, facilitée, apaisée, avec aussi à la clé en général une optimisation fiscale. On va en parler des éventuels gains fiscaux qu'on peut envisager. Alors, il faut comprendre que dès qu'on parle du sujet du gain fiscal, on parle ici des droits de succession. Il faut comprendre de quoi on parle parce qu'il y a une espèce de mythe autour des droits de succession en France, puisque une très large majorité des familles françaises pensent qu'elles sont concernées par les droits de succession, alors qu'en fait c'est assez minoritaire. Le chiffre, pour être précis, alors, le pourcentage c'est de l'ordre de moins de 15% des familles seulement qui sont concernées par les droits de succession, mais en termes de valeur numéraire, c'est 100 000 euros. En fait, dès qu'on dépasse 100 000 euros par enfant et par parent, il y aura des droits de succession à payer. Donc pour prendre un exemple simple, 2 parents, 2 enfants, si cette famille a moins de 400 000 euros de patrimoine, les enfants n'auront pas de droits de succession à payer. Donc ça, c'est utile de rappeler ça, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui pensent qu'il y aura dans tous les cas des droits de succession. Si on est sous les abattements, en l'état actuel des textes, qui sont des textes évolutifs évidemment, il n'y a pas de sujet de fiscalité. Dès lors qu'on dépasse ces montants, et en France, dès qu'on a un petit peu d'immobilier, on va dire, dans les familles, et selon les villes évidemment, il est fréquent quand même qu'on soit amené à dépasser. Donc dès qu'on dépasse, on a des solutions qui existent pour optimiser la transmission du patrimoine et réduire la fiscalité qui est adossée à la transmission. Alors, au niveau des moments spécifiques où voir le notaire, on peut parler de 3 âges importants, puisque c'est un peu la tranche d'âge que tu évoquais. Alors, un premier âge important, c'est 70 ans. Ça, c'est un âge important pour l'assurance vie. C'est un âge en général qui est assez connu des Français, où les banquiers parlent de cet âge-là. Attention, 70 ans, parfois on vient nous voir en disant 70 ans, etc. Mais c'est vraiment, ça c'est pour l'assurance vie. Tous les versements sur les contrats d'assurance vie avant 70 ans seront exonérés à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire, par enfant, si c'est pour les enfants par exemple. Donc, et ça, c'est en plus des droits de succession. Donc c'est vraiment une exonération supplémentaire qui est très intéressante et qui permet de transmettre du patrimoine en franchise de droit. Quand on dépasse 70 ans pour l'assurance vie, on est taxé aux droits de succession après un seul et unique abattement de 30 500 €. Donc en gros, on sera beaucoup plus taxé fiscalement pour les assurances vie après 70 ans. Un deuxième âge qu'on peut retenir qui est important, 71 ans. 71 ans, donc un an de plus, on avance dans l'âge. 71 ans, c'est pour les donations démembrées. On va en parler peut-être un peu plus loin dans cette interview, c'est prévu. La donation qui consiste à donner de la nue propriété aux enfants et en garder l'usufruit, qui est un schéma qui permet de réaliser de l'optimisation fiscale. Quand on fait cette donation entre 61 ans et 71 ans, on peut déduire fiscalement 40%. Donc c'est 40% d'impôt en moins. Ah, il faut quand même se rendre compte ici, il n'y a pas beaucoup de fiscalité en France où on peut, avec une opération assez simple,
faire 40% de réduction fiscale au niveau des droits de succession. Donc c'est très intéressant. Quand on passe 71 ans, c'est 30% de déduction. Donc c'est encore pas mal, 30%. Mais 40%, c'est quand même plus confortable. Et le troisième âge qu'on peut évoquer, c'est 80 ans. Alors on a encore un petit peu avancé dans l'âge. 80 ans, c'est un âge qui est important pour les donations de sommes d'argent exonérées. C'était à l'époque le président Sarkozy qui avait créé cette disposition, qui a été maintenue depuis par les présidents et encore aujourd'hui. Donc on peut donner aujourd'hui 31 865 € à chacun de ses enfants et à chacun de ses petits-enfants. Alors c'est tous les 15 ans, hein, c'est pas chaque année malheureusement, mais on a déjà la possibilité de le faire une fois en tout cas. Et en fait il faut que le parent ou grand-parent donateur ait moins de 80 ans. Donc voilà un troisième âge important où effectivement on peut faire des opérations pour faciliter la transmission de son patrimoine au niveau familial. Très bien. Quand est-ce que tu conseilles comment est-ce que tu conseilles de parler de ces sujets? Est-ce que d'abord tu as des conseils pour parler de ces sujets avec ses enfants, parler de la succession, parler de cet avenir-là? Alors c'est un vrai sujet, c'est intéressant que tu parles de ça. La démarche, elle vient en général des parents qui, dans la soixantaine, alors je dis la soixantaine, mais parfois les parents peuvent se poser la question dans la décennie d'après, voire encore celle d'après. Et même si on a 83 ans, ce n'est pas des âges où c'est trop tard pour faire des opérations avec son notaire le cas échéant. Alors bon, après si on est, on va dire, entre guillemets, aux portes de la fin de sa vie et que sur son lit de mort et qu'on veut faire une donation, c'est pas le moment, c'est évident. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie s'allongeant, etc., on sait qu'on peut faire des donations encore à des âges parfois avancés. Donc parfois c'est les parents qui se posent la question, parfois effectivement tu l'évoquais, c'est les enfants qui disent à leurs parents attention maman, papa, il faudrait peut-être préparer les choses pour le patrimoine familial. Alors qui est parfois un peu délicat parce que les enfants parfois disent mais attends, de quoi tu te mêles, c'est le patrimoine des parents, c'est eux qui l'ont constitué, alors parfois c'est eux qui en ont eux-mêmes hérité. Alors, donc ça peut créer des sensibilités différentes, évidemment selon les situations, mais on va dire qu'en général c'est les parents quand même qui se posent cette question dans la décennie de la soixantaine ou celle d'après en général, et souvent qui viennent voir leur notaire. Donc ça part de là. Et après, souvent la réflexion, elle est d'abord chez les parents. Alors, à un moment donné, quand on est dans ces démarches de transmission, les enfants doivent être associés au schéma. Pourquoi? Parce que souvent, ces schémas passent par la réalisation d'une donation anticipée du patrimoine familial. Une donation, ça n'est pas un acte unilatéral. La donation, elle est faite par le parent et elle est acceptée par l'enfant. Donc l'enfant doit venir chez le notaire aussi, à un moment donné en tout cas. Alors maintenant, on a des systèmes de signature à distance en visioconférence, mais en tout cas, il y a une intervention chez le notaire qui doit être faite et donc l'enfant doit signer et accepter la donation qui lui est faite. Donc par rapport à ça, il faut associer les enfants à un moment donné. Alors après, je dirais que c'est bien entre 61 ans et 71 ans de se poser la question, d'aller voir son notaire. Si on parlait de cette proximité sur le territoire, tous les Français ont un notaire près de chez eux, donc ils peuvent tout à fait consulter leur notaire pour être conseillés sur ces sujets. Et en lien avec le notaire, associer les enfants à ça. Alors parfois les enfants ne sont pas forcément associés à la phase préparatoire. Souvent en tant que notaire, on les voit à l'acte final quand on réalise la donation et qu'ils viennent pour accepter la donation que leurs parents veulent bien leur faire en disant merci papa et maman bien évidemment. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais après, parfois les enfants peuvent être associés au schéma préparatoire. Alors c'est parfois le cas notamment dans les familles vraiment qui se posent la question parce qu'on a compris qu'en préparant, en anticipant, il y aura moins de fiscalité de droits de succession. Il faut bien comprendre cette dimension de fiscalité. Alors, parce qu'on parlait de l'abattement des 100 000 €, après la question qui peut aussi être posée, c'est qu'est-ce qui se passe au-dessus? Donc, quand on dépasse les 100 000 € par enfant, on a un barème progressif des droits de succession qui, très vite, est à 20%. Dès 15 000 € au-dessus de 100 000 €, 20% d'impôt. Il faut se rendre compte de ce que c'est que 20% d'impôt. C'est 1/5 du patrimoine qui part. Alors, il faut savoir en plus que ce barème est un barème qui monte
selon les patrimoines. Alors les patrimoines qui sont plus importants, alors ça ne concerne pas évidemment tous les Français, mais des patrimoines qui sont plus importants, les droits de succession pour les enfants montent à 30, 40 et même 45% d'impôts au-dessus de 1,8 million d'euros. Alors c'est beaucoup, donc c'est par des patrimoines importants, des parents qui laissent quand même des patrimoines conséquents à leurs enfants, mais on parle ici de 45% d'impôts. Donc là, c'est 45% d'impôts sur ces familles-là. C'est quasiment la moitié du patrimoine familial qui partira à l'État, ce qui fera assez vite comprendre à la famille qui a 2 enfants qu'il pensait n'avoir que 2 héritiers, mais en fait c'est une erreur puisque l'État est un 3e héritier et qui en plus dans ces montants-là finalement héritera plus que les 2 autres, que les 2 réels enfants, puisque si l'État prend 45, les 2 autres se partagent 55% à 2, ce qui fait 27,5% chacun. Donc c'est quand même, c'est quand même un peu particulier, mais c'est comme ça. La France est un pays de fiscalité, ça n'a échappé à personne, et du coup, dans ces situations-là, et plus les patrimoines sont importants, plus il y aura un sujet de préparation à faire avec son notaire. Merci pour ces précisions. Donc là, c'est dans l'âge jeune senior, on anticipe et on prépare en commençant à donner une partie, ou pas. C'est bien sûr à réfléchir, j'imagine, en fonction de son train de vie, de son patrimoine, d'un certain nombre d'éléments qu'il faut voir avec son notaire. Et puis à l'après, comment on prépare l'après-décès je sais pas, on parle de testament, je ne sais pas vraiment ce que c'est un testament, comment ça se prépare, etc. Et est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il n'y a pas que des questions de fiscalité, de montant, de patrimoine, il y a peut-être d'autres questions qui peuvent se poser sur qui, quoi, quand, comment. Bien sûr. La fiscalité est un sujet qui très souvent est mis en avant et est considéré par les familles comme un sujet premier, mais il est évident que le sujet premier, c'est la transmission du patrimoine familial. Donc c'est ça qu'on rappelle aussi, nous les notaires, dans nos opérations de transmission et de donation, c'est qu'une donation, c'est avant tout passer un patrimoine à ses enfants. Et c'est ça qui est important. Alors, il y a la dimension, après, de transmission, la dimension familiale, on parle chez les notaires de la dimension civile. Il faut comprendre que en France, la loi organise le droit des successions. Et on va dire qu'on a une loi qui est assez bien faite. Par exemple, entre époux, la loi, alors depuis 2001 seulement, mais prévoit aujourd'hui une protection successorale automatique quand on est marié, où le conjoint survivant va avoir l'usufruit de tout le patrimoine. Donc l'usufruit, c'est l'usage du patrimoine pendant toute sa vie, pour l'expliquer. Et les enfants vont hériter ensemble de la nue propriété, qui est la vocation à devenir propriétaire quand le second parent usufruitier aura à son tour décédé. Donc en fait, et au niveau des enfants, il y a un héritage égalitaire qui est construit, donc 3 enfants, un tiers chacun. Voilà. Donc on va dire que la loi organise les schémas de transmission de manière automatique, sans qu'il y ait besoin de faire de testament spécifique. Parfois d'ailleurs, c'est une question des Français ou des gens qui viennent nous voir en tant que notaire et qui disent je voudrais faire un testament pour mes enfants. Mais en fait, si c'est juste laisser son patrimoine à ses enfants, la loi le prévoit déjà. Il n'y a rien à faire dans ces hypothèses-là. Alors, après, il peut y avoir des sujets qui sont un peu plus techniques, évidemment, dans les familles. Ça peut être un sujet de répartition de patrimoine, parce qu'on a plusieurs biens et on souhaiterait que l'un de nos enfants il ait tel bien, que l'autre en ait un autre également, et que ça soit réparti par l'autorité du parent. Là, il faut faire un testament. S'il n'y a pas de testament, c'est l'égalité, donc c'est le principe pour les biens immobiliers par exemple, de l'indivision. Donc si j'ai 4 biens, j'ai 2 enfants, mes 2 enfants seront tous les 2 héritiers, moitié chacun, des 4 biens. Voilà. Il n'y a pas de répartition. Alors, il faut comprendre que la répartition, bien souvent, elle n'est pas décidée ou opérée par le parent. Ce sont les enfants qui, après le décès de leurs parents, se mettent d'accord. Alors, il faut se mettre d'accord, c'est parfois des sujets qui peuvent être compliqués, pour se répartir ce patrimoine, ou alors, à l'inverse, personne ne veut garder ce patrimoine, on vend tout et on répartit l'argent entre les héritiers. Donc, on va dire que, basiquement, il n'y a pas nécessairement besoin de faire un testament,
pour répartir son patrimoine, mais si c'est un souhait particulier de la famille et du parent, ça peut être envisagé. En France, on a quand même assez peu de testaments. C'est moins de 20% des Français qui font un testament. Alors, c'est souvent des testaments d'ailleurs qui sont faits pour de la protection conjugale, c'est-à-dire le concubin, le pacsé, le marié, sachant qu'à ce sujet, c'est que le mariage qui prévoit une protection successorale automatique. C'est un sujet bien connu des notaires, dont les notaires parlent souvent, mais malgré, à croire qu'on n'en parle pas assez, puisqu'il y a beaucoup de Français encore, je pense, qui ignorent cette particularité. Dans les modes de conjugalité qui existent en France, concubinage, pax, mariage, il n'y a que le mariage qui crée une protection successorale automatique. Quand on est concubin, quand on est paxé, il n'y a pas, on n'hérite de rien, si ce n'est pour les paxés de 1 an de droit au logement dans la résidence principale. On peut rester pendant 1 an dans la résidence commune du couple. La belle affaire, bon, c'est déjà bien, mais c'est pas grand-chose. Après 1 an, on peut être mis à la porte par ses enfants. Alors, évidemment, les enfants ne mettent pas à la porte leurs parents, mais ça peut arriver. Donc en tout cas, l'intérêt de peut-être faire un testament dans ces situations-là. Voilà, c'est souvent dans ces situations-là que des testaments sont faits, mais dans le schéma, on va dire, de transmission générationnelle aux enfants, il y a assez peu de testaments. Pour une raison principale en France, parce que quand on compare parfois avec les pays étrangers, mais aux États-Unis, c'est l'inverse, hein, c'est plus de 70% des Américains qui ont fait des testaments, parce qu'aux États-Unis, il y a une liberté testamentaire totale. On connaît bien ces sujets, parce que l'affaire Johnny Hallyday fait couler de l'encre en France, donc les Français connaissent un peu ces sujets. Aux États-Unis, on peut déshériter ses enfants et tout laisser à sa femme, que ce soit une seconde épouse, par exemple, dans l'affaire Hallyday. En France, on ne peut pas faire ça. C'est tout le débat judiciaire de ce dossier. Mais en France, comme on ne peut pas déshériter ses enfants, avec ce qu'on appelle la réserve héréditaire, hein, qui est une quote-part réservée des enfants dans la succession, ça génère qu'il y a moins d'intérêt de faire de testament, puisqu'en fait, on ne peut disposer que d'une fraction de son patrimoine à quelqu'un d'autre que ses enfants. Alors, si c'est une répartition au sein de la fratrie, ça peut avoir du sens de faire un testament, mais si c'est je veux que ma fille n'ait rien et que mon fils il ait tout, ou l'inverse, et bien là, ça peut poser une difficulté. Voilà. Alors, néanmoins, il y a des systèmes pour changer les équilibres familiaux, hein, avec cette fameuse quotité disponible, avec des contrats d'assurance vie. Donc voilà, donc sur tous ces sujets, c'est toujours pareil. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est consulter son notaire qui adaptera sur mesure le testament s'il y a lieu de le faire. Et encore une fois, parfois, c'était ta question de tout à l'heure, des clients viennent nous voir et ils repartent en disant il n'y a rien à faire, je n'ai pas de testament à faire, je n'ai pas de donation à faire, donc merci maître pour la consultation, et ça s'arrête là. C'est très clair. Donc je me mets maintenant dans cette situation. Ok, alors l'idéal c'est d'aller voir mon notaire pour faire un point. Question simple, comment est-ce qu'on prend rendez-vous avec son notaire? Alors c'est assez simple. En général, c'est par téléphone que ça se passe, donc un coup de téléphone à son notaire, mais on peut aussi adresser un mail ou une demande de prise de rendez-vous en ligne. Hein. Beaucoup d'études maintenant sont équipées de ces systèmes qui permettent de prendre rendez-vous en ligne directement, mais on va dire que majoritairement, ça se passe par téléphone. Ok. Voilà. Et donc, on peut appeler son notaire pour une consultation, pour un rendez-vous. C'est quoi? C'est 1 heure et on est reçu pendant 1 heure et on peut parler, même si on n'a pas, parce que on le disait tout à l'heure, un sujet de vente immobilière, un sujet spécifique de transmission. Juste, voilà, je voudrais faire le point moi sur mon patrimoine, anticiper un peu les choses. On peut demander un rendez-vous à son notaire pour ça. Bien sûr, bien sûr. On va chez le notaire pour des actes, donc c'est quand même ce qui est majoritaire dans le temps de travail d'un notaire, mais les rendez-vous de conseil et le rôle de conseil prennent une grosse partie de notre travail aussi. Donc là, il ne faut pas avoir peur de ça, de dire qu'on va déranger son notaire en allant lui poser des questions. On est très souvent sollicité par nos clients pour des rendez-vous de conseil, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de sujet sur ça. Donc voilà. Et par rapport à ta question, la question qui vient souvent après, c'est quel est le coût de ces rendez-vous. Faria, effectivement, a une mission de service public, et ce conseil de proximité, on y revient toujours, fait partie de cette mission de service public. Donc en fait, c'est du conseil qui est gratuit. Alors, je dis gratuit, il est en principe gratuit. Ça peut dépendre de la complexité de ce qu'on demande à un notaire. Si on demande un rendez-vous d'1 heure avec un notaire,
où on est client de l'étude et on fait du conseil familial, patrimonial, fiscal éventuellement, sur ces sujets de famille qu'on a un peu évoqués aujourd'hui, ça, c'est des rendez-vous en principe qui ne sont pas facturés. Donc c'est du conseil gratuit. Alors, gratuit ou du conseil offert par le notaire, pour être plus précis. Après, s'il y a une demande d'une consultation plus poussée, d'une consultation écrite, par exemple, qui nous est demandé qu'on fasse un courrier explicatif à titre de consultation de plusieurs pages pour expliquer un schéma, il peut y avoir ici, bien sûr, un honoraire qui sera associé au travail qui est demandé au notaire. Voilà. Mais sinon, en principe, il faut retenir que le conseil est gratuit et donc c'est cette dimension de service public du notariat français. J'imagine que par ailleurs, pour mettre les gens à l'aise, ça s'inscrit aussi dans une logique un peu plus long terme où le notaire sait qu'en donnant ce conseil, il a de bonnes chances, entre guillemets, de continuer la relation et d'aller jusqu'à des actes qui, eux, prévoient des rémunérations. C'est exactement ça. Okay. C'est tout le socle de fonctionnement du notariat et c'est quelque chose dont on peut être fier. Enfin, en tout cas, les notaires sont fiers de ce système puisqu'on n'a pas, nous, on n'a pas de compteur d'honoraires à l'heure dans nos études. On est là pour accompagner nos clients de A à Z. Pour revenir sur la question des coûts, est-ce que sur les actes, est-ce qu'il y a un encadrement de prix des actes ou est-ce que tous les tarifs sont les mêmes chez tous les notaires ou est-ce que peut-être ça dépend des actes? Alors, il y a effectivement un tarif qui est fixé par la loi, donc c'est un tarif qui est réglementé, qui assure une homogénéité des tarifs au niveau national. Par exemple, un contrat de mariage en France, c'est 301,50 €, le tarif fixé par la loi, et ça sera le même tarif dans la Creuse, à Corté ou à Paris. Donc ça permet effectivement une homogénéité des prix sur le territoire. Et il faut comprendre que ce tarif aussi, il est proportionnel sur certains actes, les actes par exemple qui traitent de l'immobilier. Donc dans une vente immobilière par exemple, le tarif, alors souvent c'est un vrai sujet dans le notariat qu'on connaît nous très bien, il y a cette confusion entre ce qu'on appelle les frais de notaire et les frais d'acquisition, parce que dans les frais de notaire, en gros, alors on appelle ça les frais de notaire dans le jargon, il faut l'accepter, mais en gros, les vrais frais de notaire, qui sont, alors quand vous achetez un bien, vous avez entre 7 et 8% de frais d'achat immobilier. Les vrais frais de notaire, pour être précis, c'est 0,714% hors taxe, c'est le 0,7%, on va en gros le dire, pour les frais, la rémunération du notaire sur un achat immobilier. Donc, alors oui, alors après, voilà, c'est le fonctionnement. Alors après, on appelle ça les frais de notaire dans le jargon, mais effectivement, ces frais sont principalement des taxes qui sont reversées au département, à la commune et à l'État. Donc ce sont principalement les collectivités qui en sont les destinataires. Mais voilà, donc après, ce tarif proportionnel, il faut comprendre qu'il a pour effet de créer une sorte de répartition sociale du coût des actes notariés, ce qui fait que pour les petits actes, pour les transactions à des prix qui sont limités, les frais du coup sont limités également. Alors les actes qui sont à des montants plus élevés du coup sont plus rémunérateurs pour le notaire. Et en fait, souvent dans les études, les petits actes sont faits à perte. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça on rentre un peu dans l'équation économique d'une étude de notaire, mais il faut comprendre que des petits actes, le notaire ne gagnera pas d'argent sur des petits actes. Alors, on n'est pas là pour pleurer sur le sort du notaire, donc j'explique juste que le système veut que les gros actes payent pour les petits actes. Et tout le monde, du coup, a le même service notarial, qu'on soit un client avec des actes à prix élevé ou un client qui fait des petits actes chez son notaire. Donc c'est ça aussi qui est tout l'intérêt de cette profession qui assure cette répartition au niveau de la tarification des actes. Ok. J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu connais bien tes clients ? Alors, les notaires connaissent bien leurs clients. C'est quelque chose d'assez essentiel dans ce métier. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que être notaire, c'est 40% de juridique et 60% d'humain. Alors, ça peut paraître étonnant d'entendre ça, mais alors les 40% de juridique, attention, ils sont un socle
totalement essentiel. Hein. Si on n'a pas les 40%, ça ne va vraiment pas le faire. Mais l'avantage du notariat, c'est que c'est une profession qui est effectivement qui a un très haut niveau d'études juridiques, d'études de droit, et du coup un très bon niveau. Donc les 40% sont là, mais il y a cette dimension qui est très humaine, voilà, qui est presque majoritaire. Hein. Donc j'aime bien donner ce chiffre. Il y a beaucoup d'émotions qui s'expriment dans nos études. Que ça soit des émotions joyeuses ou positives, mais parfois plus douloureuses, puisque voilà, on en parlait, mais on est aussi les témoins des impossibles réconciliations des ex-conjoints et des divorces en pertes et fracas, et aussi des douleurs de l'enfance qui s'expriment parfois dans ces combats fratricides, dans les successions complexes. Et en fait, voilà, ce qui fera la différence dans ces dossiers, c'est souvent la connaissance par le notaire de ses clients. C'est assez étonnant, comme parfois il est opportun pour les notaires de rentrer dans les histoires de famille pour comprendre d'où viennent les difficultés, parce que en tant que notaire, dans ces dossiers conflictuels, on est parfois confronté à une espèce on a l'impression que il n'y a aucune solution possible, parce que c'est plus du juridique, c'est du personnel. C'est des rancœurs familiales, c'est les rancœurs des ex-conjoints qui se séparent. Et voilà, et en tant que notaire, on sait que parfois il y a des dossiers de divorce qui peuvent... Alors les dossiers de divorce sont peut-être les plus virulents quand c'est conflictuel que les dossiers entre les combats familiaux des successions, mais les deux peuvent être très complexes. Donc c'est vrai que la connaissance par le notaire de ses clients est tout à fait essentielle pour ce type de dossier particulièrement, mais en général aussi pour tous les dossiers. J'allais te demander ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais notaire, ou un moins bon notaire. Peut-être que j'ai un élément de réponse sur une dimension technique juridique, mais aussi une dimension humaine et une capacité à accompagner sur ce plan-là. Voilà, alors sur le sujet du bon ou du mauvais notaire, je ne vais pas faire la blague des inconnus sur le bon ou mauvais chasseur, mais je vais quand même faire une réponse uniforme, un peu comme les inconnus. Donc le notariat, je le disais, c'est près de 80 000 personnes en France. C'est un très haut niveau d'enseignement. Le diplôme supérieur du notaire, c'est 7 ans d'études. Souvent, les notaires ont fait des cursus de spécialisation complémentaires. On a une formation continue de 30 heures par an. Enfin, voilà, donc en fait, les notaires, tout au long de leur carrière, se forment. Donc on a vraiment un très haut niveau juridique dans le notariat. Donc chez tous les notaires de France, on retrouvera une vraie compétence juridique sur ces sujets du droit de la famille, du patrimoine, de l'immobilier. Donc en fait, ma réponse, c'est qu'il n'y a que des bons notaires. Voilà, ma réponse, elle est là. Ça marche. Si pour autant on avait envie de changer de notaire, peut-être qu'on a... je me mets à nouveau à la place de ceux qui nous regardent et qui disent tiens, mon notaire, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il n'exerce plus, peut-être que je n'avais pas eu un bon rapport finalement et je me rends compte que c'est important. Est-ce qu'on peut changer facilement de notaire ? On peut changer, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est utile et opportun pour les Français d'avoir leur notaire qui les accompagne tout au long de leur vie, tout au long de leur existence. Et cette connaissance de leur notaire, de leur situation. Alors, après, évidemment, il y a le sujet temporel. On ne va pas chez le notaire chaque année, en principe. Alors on a parfois certains clients qui viennent plus que d'autres, évidemment, mais en général, le temps est plutôt long entre les passages chez le notaire. Mais néanmoins, le conseil quand même qu'on peut donner ici, c'est d'être fidèle à son notaire et effectivement de pouvoir se faire accompagner par son notaire tout au long de sa vie, en ayant aussi la conscience que son notaire aura ses titres de propriété, ses actes de famille, le cas échéant ses dispositions testamentaires, on en parlait. Donc c'est opportun d'avoir un vrai suivi par son notaire tout au long de sa vie. Entendu. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va pouvoir donc se projeter individuellement sur le fait de dire bah tiens, il faut peut-être que j'aille rencontrer mon notaire, faire un point avec lui, le revoir et échanger. Merci pour tous ces éléments. Peut-être une dernière question en guise de conclusion. Est-ce qu'il y a une règle ou un conseil universel peut-être qu'il est bon de suivre et que tu veux nous communiquer ? Alors c'est une question qu'on nous pose de temps en temps. Et en fait, on a une réponse assez claire sur ça, c'est que malheureusement, en tout cas sur le sujet du patrimoine et de la transmission qu'on a évoqué, il n'y a pas de solution préconçue. On n'a pas de solution miracle qui peut toujours être appliquée. Le sur-mesure s'impose,
c'est tout l'importance d'avoir un accompagnement par son notaire sur ces sujets-là. Mais on peut, avec des choses assez simples, faire de substantielles économies d'impôts pour ses enfants et éviter une fiscalité successorale trop lourde et confiscatoire. Donc une phrase que je peux donner en conclusion et à titre de conseil un peu universel, c'est une phrase qu'une cliente m'a dite il y a quelques jours à peine, donc c'est vraiment récent. C'est une cliente qui est assez âgée, qui a plus de 80 ans, qui était venue me consulter, et elle disait que son père disait cette phrase, et donc c'est une histoire familiale qui m'était racontée, et son père disait qu'il fallait donner avec les mains chaudes. Donc c'est une expression un peu étrange, mais qui dit voilà, plutôt que de transmettre son bien après son décès avec les mains froides, autant le faire du vivant avec les mains chaudes et avec cette dimension de transmission familiale qui est quelque chose de très positif dans les familles. Hein. Ces schémas de transmission sont des moments de joie en général dans les familles. Hein. L'acte de donation chez le notaire, c'est toujours un moment assez marquant. Les familles s'en souviennent en général pendant longtemps, que ce soit les parents ou même les enfants. Et donc voilà, le conseil universel, c'est donner avec les mains chaudes et de bien sûr protéger les liens qui vous unissent au sein des familles. Parfait. Merci beaucoup Nils, merci pour ces conseils. Et je pense qu'on reviendra te voir si on veut creuser certains sujets en détail. Mais merci beaucoup pour ces Merci Victor, avec plaisir. explications.